Alors juste en préambule, j'ai très discrètement modifié le titre de la présentation. J'ai remplacé le terme d'hépatite par insuffisance hépatique parce que l'hépatite en tant que telle signifie une atteinte inflammatoire du foie. Et comme vous le savez, on a beaucoup de causes d'insuffisance hépatique qui ne sont pas liées à une hépatite. Voilà, donc c'était juste un petit détail. Donc en général, et vous le savez tous, l'insuffisance hépatique aiguë, c'est une maladie rare et c'est une maladie grave. Juste quelques définitions que vous pourrez appliquer dans la suite de l'exposé. On parle en France d'insuffisance hépatique aiguë sévère quand le TP est inférieur à 50%, le TP étant le témoin de la fonction hépatique. On parle d'insuffisance hépatique aiguë grave quand le TP est inférieur à 50% et il existe une encéphalopathie, même minime. Et on parle d'insuffisance hépatique fulminante quand le TP est inférieur à 50% et que l'encéphalopathie est grave, grade 3 ou 4. Enfin, dans les formes les plus sévères d'insuffisance hépatique aiguë, nous ne disposons pas, comme disposent les néphrologues, de machines qui permettent d'assurer transitoirement les fonctions hépatiques. Et donc, la transplantation est un traitement des insuffisances hépatiques aiguës les plus graves et c'est un excellent traitement qui donne de très bons résultats avec globalement des chiffres de survie aux alentours de 70% à 5 ans. Alors je ne sais pas où est le récepteur, mais alors c'est compliqué. Donc pour vous résumer l'histoire naturelle de l'insuffisance hépatique aiguë, il faut bien avoir à l'esprit que les insuffisances hépatiques aiguës surviennent chez des patients qui n'ont pas de maladie hépatique préalable. Et puis survient un accident, une intoxication médicamenteuse, une hépatite virale, un foie de choc, etc. Et apparaît alors une défaillance hépatique qui, dans la grande majorité des cas, s'améliore spontanément avec une régénération complète du foie et des patients qui s'améliorent et retrouvent une fonction hépatique strictement normale après quelques jours. Toutefois, dans quelques cas, l'insuffisance hépatique persiste, s'aggrave et surviennent alors des défaillances d'organes qui sont des défaillances particulièrement circulatoires, des infections, une défaillance neurologique bien évidemment avec l'apparition d'une encéphalopathie hépatique et le risque de développer une hypertension intracrânienne, une défaillance rénale et très rapidement en fait les malades arrivent dans un état de défaillance multiviscérale qui en l'absence de transplantation conduit dans la plupart des cas au décès. Alors pour vous schématiser un petit peu l'histoire naturelle de la maladie, vous avez ici le dosage du TP. Donc le TP, en fait, c'est ce qu'on utilise en pratique pour évaluer la fonction hépatique. Et dans la grande majorité des cas, je vous ai dit, tous les malades s'améliorent après être passés par une phase de diminution très importante des facteurs de la coagulation. On peut même descendre aux alentours de 10%. Et puis, hop, une régénération hépatique qui se met en œuvre et une récupération complète des fonctions hépatiques. Dans quelques cas, toutefois, l'insuffisance hépatique persiste et puis les facteurs de la coagulation restent extrêmement bas et surviennent alors les défaillances d'organes. Donc vous comprenez bien qu'en fait on est ici dans une espèce de zone grise où on ne sait pas dans quel sens va aller le patient. Et c'est justement là, à ce moment précis, qu'on doit envisager la transplantation hépatique. Je suis désolée, mais le pointeur ne marche pas très bien. Donc, bien évidemment, à cette période-là, vous comprenez tous qu'il est beaucoup trop tôt pour envisager la transplantation hépatique. Et comment on peut finalement définir cette zone grise ? Cette zone grise, elle est très simple. Elle a été définie il y a plus de 30 ans. Elle a été définie par les critères qui vont prédire le risque de décès à plus de 90% en l'absence de transplantation hépatique. Et ces critères ont été proposés de façon quasi concomitante par deux grandes équipes. L'équipe de Jacques Berniaud, qui travaillait donc à Beaujon dans les années 80, qui sont les critères de Clichy, et qui prennent en compte deux paramètres principaux, une diminution très importante du facteur 5 et une encéphalopathie sévère, grade 3 ou 4, donc en pratique un malade dans le coma. De façon tout à fait simultanée, John O'Grady à l'hôpital du King's College a proposé des critères qui sont sensiblement les mêmes avec quelques variations.
Donc une diminution très importante de l'INR, puisque les Anglais étaient déjà à l'INR, une encéphalopathie stade 3-4, et puis dans un contexte particulier d'intoxication par le paracétamol, l'équipe du Klings a complété en fait ces critères une vingtaine d'années plus tard en proposant d'incorporer des lactates dans les critères de transplantation. Alors volontairement, je ne vous mets pas tout le tableau avec tous les items, vous les trouvez partout, c'est toujours compliqué. Moi je regarde toujours sur les... Après 20 ans, je continue à regarder pour voir si le malade a vraiment les critères stricto sensu. Enfin, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est l'hémostase et l'encéphalopathie hépatique. Donc ces critères sont très robustes, ils sont appliqués partout dans le monde, quelle que soit la cause de la maladie initiale, ils sont très bien validés. Et finalement, en fait, je pourrais conclure à ce moment-là en vous disant qu'il faut penser à la transplantation quand les critères sont présents. Alors je voudrais juste apporter quelques nuances. D'abord, il y a un adage en médecine, vous le connaissez tous, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Et je voudrais insister sur cette période au moment où les facteurs de la coagulation baissent. Donc pendant cette période, en fait, les hépatologues, les gastro-entérologues et puis parfois les réanimateurs ont un rôle majeur à jouer pendant cette période pour éviter que survienne en fait cette évolution défavorable. Et pendant toute cette période, il faut vraiment absolument... Ah, il y a vraiment un problème, hein. Il faut vraiment absolument penser à éviter et à traiter tous les facteurs précipitants, optimiser l'état hémodynamique avec souvent des nécessités de remplissage importants, éviter les médicaments hépatotoxiques, néphrotoxiques, neurotoxiques, etc. Alors la deuxième chose que je voulais un petit peu développer, c'est que toutes les insuffisances hépatiques aiguës ne sont pas les mêmes et en fonction de la cause, on a des évolutions qui sont variables. Alors pourquoi c'est important à avoir en tête ? Parce qu'en fait, vous allez voir, on peut être amené à notamment se référer plus précocement à un centre de transplantation dans certaines conditions et en revanche, on peut, même si on n'a pas un centre de transplantation dans son hôpital, prendre en charge un malade avec une insuffisance hépatique aiguë. Donc la première chose, c'est que finalement, en fait, ça va dépendre du mode de présentation clinique. Donc, par définition, en fait, on a les stades aigus d'insuffisance hépatique qui correspondent en fait entre un délai d'apparition de l'encéphalopathie après l'ictère inférieur à 1 mois. Et puis le stade subaigu, période de 3 mois entre l'apparition de l'ictère et la survenue d'une encéphalopathie hépatique. Bien, ce que vous pouvez voir en fait sur ce diagramme, c'est que les maladies aiguës ont recours à la transplantation dans environ 30% des cas, alors que chez des malades qui ont une encéphalopathie avec un ictère qui a duré de façon beaucoup plus prolongée au préalable, eh bien, la transplantation est finalement souvent le seul traitement. La deuxième chose, c'est que globalement, en fait, on peut corréler ça à la cause initiale de la maladie du foie. Et vous voyez ici sur ce diagramme que les malades qui ont eu une intoxication par le paracétamol sont finalement très peu souvent transplantés. Dans la grande majorité des cas, ils survivent sans séquelles. En revanche, à l'extrême, les malades qui ont une insuffisance hépatique d'origine indéterminée, qui correspondent souvent en fait à des modes évolutifs subaigus, eh bien, la survie sans transplantation est très faible et les malades soit décèdent sans transplantation, soit survivent, mais avec transplantation qui est nécessaire dans environ 50% des cas. Donc en fait, le message de ces deux diapositives, c'est qu'il faut vraiment penser à la transplantation avant que les critères que je vous avais cités précédemment n'apparaissent, chez des patients qui ont une maladie subaiguë, donc qui sont restés jaunes pendant très longtemps avec une diminution progressive des facteurs de la coagulation, en particulier chez ceux qui ont une origine indéterminée de leur maladie. Et vraiment, le message, c'est de se référer et même d'adresser ces patients-là à un centre de transplantation hépatique. A l'inverse, chez les malades qui ont une intoxication par le paracétamol, vous avez vu que le recours à la transplantation, finalement, est très faible. Et je pense que dans la grande majorité des cas, ces malades peuvent être pris en charge dans des unités non spécialisées, à la condition évidemment que toutes les règles d'or soient respectées et que le malade soit bien pris en charge. Donc n'hésitez pas, en cas d'insuffisance hépatique
graves liées au paracétamol, de contacter des gens qui connaissent cette maladie, mais surtout, détendez-vous quand on vous dit de garder le patient dans votre unité, puisqu'il va guérir dans la grande majorité des cas. Alors, on a vu l'histoire naturelle, maintenant il faut un petit peu parler quand même des contre-indications. Donc les contre-indications classiques de la transplantation, c'est un âge supérieur à 70 ans. Le curseur varie en fonction des équipes, mais ça varie évidemment en fonction de l'état physiologique des patients. Mais en fait, on peut aller probablement un petit peu plus loin en termes d'âge dans une insuffisance hépatique par rapport aux transplantations pour cirrhose, où là, on a souvent des comorbidités, où la barre est plutôt fixée aux alentours de 65 ans. Évidemment, s'il existe un cancer ou une comorbidité sévère, en particulier pulmonaire, cardiaque ou neurologique, qui pourrait compromettre l'anesthésie générale, le malade est contre-indiqué. Les troubles psychiatriques sévères, en particulier toutes les pathologies psychotiques, sont en règle générale une contre-indication à la greffe, surtout quand la maladie est mal équilibrée, et puis le VIH au stade SIDA. Alors parmi les contre-indications se pose une question qui est l'insuffisance hépatique trop grave. Donc je vous ai montré tout à l'heure les critères de transplantation, je vous ai dit que c'était l'indication de transplantation, mais je ne vous ai pas dit qu'on avait un seuil maximal de défaillance d'organes qui contre-indiquait à la greffe. Donc en fait, la question, c'est est-ce que finalement, à un moment donné, on n'est pas trop tard pour poser l'indication de transplantation hépatique? Alors, une petite parenthèse pour la conception de l'utilisation d'un traitement de recours où on laisse toutes les chances aux malades. Ça, c'est pour vous illustrer en fait un petit peu notre réflexion en transplantation. Donc, on part dans un domaine complètement différent, qui est le mélanome métastatique. Et vous avez tous vu l'an dernier, il y a 2 ans, des publications sur le traitement magique par le Vemurafenib sur le mélanome métastatique, où on a une amélioration des symptômes, une amélioration de la survie, au terme d'effets secondaires minimes. 40% de gains de survie à 6 mois, donc c'est fantastique par rapport à ce qu'on avait avant, mais récidive de 100% à 12 mois. Donc, pour les oncologues et pour les dermatologues, ce traitement est devenu le traitement de référence. Et finalement, en fait, la principale limite, c'est le coût, évalué à peu près à 9 000 € par mois. Alors maintenant, pour la transplantation, comment on intègre toutes ces données? On peut raisonner exactement de la même façon. Je vous ai dit, la transplantation hépatique, c'est un bon traitement des malades les plus graves. Mais quand on pense à la greffe, on pense au greffon, et qui dit greffon dit liste d'attente, c'est-à-dire que quand vous posez l'indication de transplantation hépatique, il faut bien avoir en tête que vraiment l'objectif, c'est que le malade survive pour ne surtout pas gâcher un greffon. Et finalement, en fait, notre limite, c'est le coût, évidemment, mais c'est surtout, et surtout vis-à-vis de la collectivité, l'utilisation des greffons, avec la considération et la balance entre le bénéfice individuel et le bénéfice collectif. Alors comment on peut avancer, comment on peut essayer de démêler tout ça? On avait repris il y a quelques années dans notre centre les insuffisances hépatiques aiguës liées au paracétamol et on avait 35% d'indications sur une cohorte de 140 malades à peu près. Donc les malades, même avec les critères, peuvent s'améliorer. Je vous ai dit que ça prédisait le décès dans 90% des cas, mais il y a 10% des malades qui sont vivants, même avec les critères, sans transplantation. Et puis, on a regardé les malades qu'on a inscrits sur la liste d'attente et qui ont eu un greffon dans les 48 heures, donc assez rapidement, puisque le système en France est pas mal fichu, et on a assez rapidement des organes. Eh bien, parmi les malades qui avaient été inscrits et qui ont eu une proposition de greffon, 13 ont été greffés et sont restés vivants après la transplantation, et 16, donc plus que le nombre de malades transplantés, sont décédés soit juste avant la transplantation, soit en péropératoire, soit juste après la transplantation hépatique. Et quand on analyse en fait ces malades qu'on pourrait considérer comme étant des indications futiles de transplantation puisque les malades sont décédés, eh bien vous voyez que tous les malades avaient une défaillance multiviscérale, une acidose qui persistait malgré une hémofiltration continue mise en place dès l'arrivée du patient, et puis des doses de catécholamine importantes, avec dans notre population des doses qui étaient supérieures à 5 mg/h. Donc, si le patient est inscrit sur la liste et présente ces contre-indications, et présente ce tableau clinico-biologique, je crois qu'il faut vraiment remettre en cause l'indication de transplantation hépatique
pensez à la collectivité, pensez au greffon, pensez à ce que va devenir le greffon, et peut-être faire marche arrière, même si dans ces circonstances-là, c'est toujours très difficile. Donc voilà ma conclusion. En l'absence de contre-indication, toute insuffisance hépatique aiguë grave doit faire rapidement évoquer la transplantation hépatique. Et donc dans ces cas-là, adresser le patient rapidement à un centre de greffe. En cas d'insuffisance hépatique aiguë sévère, donc quand l'encéphalopathie n'est pas présente, il faut absolument tout faire au départ pour éviter la transplantation, parce que finalement le meilleur traitement c'est la prévention. La plupart des insuffisances hépatiques aiguës liées à une intoxication au paracétamol vont guérir spontanément, et sous réserve d'une bonne réanimation, le malade va s'en sortir sans greffe. En revanche, les maladies subaiguës, avec un ictère qui dure pendant des périodes prolongées, nécessitent dans la grande majorité des cas une transplantation hépatique. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut penser à transférer le malade assez rapidement dans une unité de greffe s'il n'y a pas de contre-indication majeure. Et enfin, le principal coût de la greffe, c'est la consommation d'un greffon. Et il faut essayer de tout faire pour éviter les greffes futiles. Je vous remercie.